Elle a tout pris. Chaque dollar que j'avais économisé pendant 11 ans. Et puis elle m'a envoyé un texto. Profite bien d'être fauché. Je suis resté planté là, à fixer mon téléphone pendant 4 bonnes minutes. Non pas par colère. Parce que j'attendais ce moment depuis 3 mois. Laissez-moi vous raconter le début de cette histoire. J'ai grandi en voyant ma sœur obtenir tout. Une plus belle chambre. L'argent pour ses études. Toute l'attention. Je n'ai jamais rien dit. J'ai juste travaillé. Serveuse à 16 ans. 2 boulots à 19 ans. Un poste en entreprise à 24 ans. Une activité parallèle à 27 ans. Pendant qu'elle empruntait de l'argent à nos parents en prétendant se trouver, je construisais quelque chose. Tranquillement. Prudemment. Seul. À 31 ans, j'avais économisé 500 000 $. Un demi-million de dollars. Sur un seul compte. Personne n'était au courant. Ni mes parents. Ni mes amis. Ni ma sœur. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé par un coup de fil. Elle avait besoin d'aide. Elle avait du retard dans son loyer. Son copain l'avait quittée. Elle était anéantie. J'ai eu pitié d'elle. C'était ma première erreur. Je lui ai proposé de rester chez moi quelques semaines. Elle est restée 4 mois. Et pendant ces 4 mois, elle a tout fouillé. Mon courrier. Mon ordinateur portable. Mes papiers. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je lui faisais confiance. C'était ma sœur. C'était ma deuxième erreur. Un matin, je me suis réveillée et j'ai consulté mon application bancaire comme d'habitude. Le solde était à 0. J'ai cligné des yeux. J'ai actualisé la page. 0. J'ai immédiatement appelé la banque. Le cœur battant la chamade. Les mains tremblantes. La conseillère m'a annoncé qu'un virement avait été autorisé 3 jours auparavant. 500 000 $. Disparu. J'ai demandé qu'il avait autorisé. Elle a répondu, vous. Avec votre signature et votre pièce d'identité. J'étais sous le choc. Je suis allé dans la chambre de ma sœur. Vide. Ses vêtements. Disparus. Ses sacs. Disparus. Et sur le comptoir de la cuisine, un simple post-it. J'en avais plus besoin que toi. Ça ira. Tu retombes toujours sur tes pattes. Son téléphone a vibré. Un SMS de son numéro. Profite bien d'être fauché. Je suis restée assise par terre pendant 2 heures. Sans pleurer. Sans crier. Juste à réfléchir. Parce que voilà ce que personne ne savait. Ce n'était pas mon vrai compte. Laissez-moi vous expliquer. 2 ans plus tôt, j'avais eu un pressentiment. Appelez ça de l'instinct. Appelez ça de la paranoïa. Ma sœur m'avait demandé une fois comme ça, pendant un dîner, combien j'avais économisé. Je lui avais donné un faux numéro. J'avais ri. Mais cette question ne m'a jamais quitté. Alors j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. J'ai ouvert un deuxième compte. Un vrai. Caché. Sous une autre forme. Le compte qu'elle a trouvé, celui que j'avais laissé visible, celui avec tous les relevés, celui qu'elle a passé 4 mois à traquer. Contenait 500 000 $. De l'argent que J avait transféré volontairement. Marqué. Tracé. Chaque transaction signalée pour une enquête approfondie. J'avais contacté un avocat spécialisé dans les fraudes financières 8 semaines avant le vol. Je ne savais pas quand cela arriverait. Je ne savais pas si cela arriverait. Mais j'étais prêt. Dès que j'ai vu le solde à 0, je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé mon avocate. Elle a prononcé 4 mots, le piège s'est refermé. En moins de 48 heures, le virement avait été retracé. En moins d'une semaine, son nouvel appartement avait été localisé. En moins de 3 semaines, des accusations ont été portées contre elle. Vol qualifié. Usurpation d'identité. Faux et usage de faux. Chaque chef d'accusation étant passible de lourdes peines de prison. Et j'ai attendu. Je n'ai rien dit publiquement. Je n'ai pas appelé nos parents. Je n'ai rien publié. J'ai juste attendu. 3 mois passèrent. Puis, un mardi matin, mon téléphone sonna. Son numéro. Je laissai sonner 2 fois. Puis je répondis. Elle pleurait avant même que je puisse dire un mot. Pas des sanglots discrets. Des sanglots déchirants. Des sanglots à suffocation. Ils sont venus chez moi. Il y a la police. Mon avocat dit que, le compte, à qui appartenait ce compte? La banque dit que c'était un compte surveillé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je restai silencieux un instant. Puis je dis. Tu as fouillé dans mes affaires pendant 4 mois. Tu as falsifié ma signature. Tu as volé tout ce que j'avais mis 11 ans à construire. Et puis tu m'as envoyé un texto pour me dire de profiter de ma situation financière précaire. Elle continuait de pleurer. Elle répétait sans cesse mon nom. Je dis. Le compte que tu as pillé n'a jamais été mon épargne. C'était un document. Et tu as signé de ton nom partout. Silence. Un silence total. Elle appela ensuite nos parents. Ils m'appelèrent en hurlant. Ils me dirent que j'étais cruelle. Cette famille ne fait pas ça à sa propre famille. Ils ont dit que je l'avais piégée. Je leur ai envoyé une seule chose. Le SMS qu'elle m'avait envoyé. Profite bien de ta misère. Ils se sont tus. Notre mère a rappelé 2 heures plus tard.
Sa voix avait changé. Elle ne m'a pas demandé de retirer ma plainte. Elle a juste dit, je ne l'ai pas élevé pour ça. Ça m'a suffi. L'affaire s'est réglée à l'amiable. Elle a remboursé jusqu'au dernier centime l'argent qu'elle avait déjà dépensé, ce qui signifie qu'elle a passé les années suivantes à rembourser une dette qui la poursuivait partout. Sa nouvelle vie dans cette nouvelle ville s'est effondrée. Le petit ami qu'elle entretenait avec mon argent l'a quitté quand les rentrées d'argent ont cessé. L'appartement. Disparu. L'image qu'elle s'était construite. Disparu. Tout ce qu'elle m'avait volé, elle l'a perdu 2 fois. On me demande si je me sens coupable. Je dis la vérité. Je ne ressens rien d'autre qu'une grande lucidité. Je n'ai pas tendu de piège par cruauté. J'ai tendu un piège car une petite voix intérieure me disait que la personne que j'aimais le plus était capable de quelque chose que je refusais d'imaginer. Et j'avais raison. Elle m'a envoyé un dernier message, des mois plus tard.